La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, je suis Karel Limousin des éditions territoriales et je suis ravie de vous accueillir à cette toute première webconférence organisée par Territorial Éditions. L'objectif de la présentation qui va suivre est de vous guider dans le processus de définition de votre intérêt communautaire. Nos experts vont donc décrire les différentes étapes de ce processus. La présentation va durer 20 à 30 minutes. Vous aurez un temps d'échange avec nos deux experts après la présentation. Pour poser vos questions, il vous suffit d'utiliser le module de chat qui se situe sur la droite de votre écran. Nos deux experts sont Maître Anne Gardère et Maître Didier Milan, tous deux avocats dans leur propre cabinet. Anne Gardère est une experte du droit de la coopération intercommunale. Elle a dirigé ce pôle au sein du cabinet de Maître Philippe Petit pendant près de 8 ans. Et Maître Didier Milan est rompu au fonctionnement des collectivités puisqu'il a exercé notamment en tant que directeur du pôle juridique au sein d'une comité d'agglomération. Cette webconférence est organisée d'après leur ouvrage sur la définition de l'intérêt communautaire paru récemment aux éditions territoriales. Je vais maintenant laisser la parole à nos experts. Bonjour Karen, bonjour à tous, Didier Milan donc. La méthodologie qu'on adopte ici est relativement simple, elle consiste en fait à dérouler le processus qui doit être suivi pour définir l'intérêt communautaire dans votre collectivité. L'idée c'est de pouvoir dérouler en 3 temps cette webconférence. Et pour commencer, donc, nous nous replongeons dans la question de la définition de l'intérêt communautaire, qui est donc une ligne de partage au sein d'une même compétence entre les domaines d'action transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. Vous allez bientôt avoir cette définition qui va apparaître à l'écran normalement. Ce qu'il faut préciser en matière d'intérêt communautaire, c'est que seuls certains EPCI sont concernés et parmi ces EPCI, seules certaines compétences sont concernées par la définition de l'intérêt communautaire. Vous avez donc à l'écran maintenant un tableau qui va bientôt arriver, il est là, qui résume les structures communales qui sont concernées par la définition de l'intérêt communautaire et celles qui ne le sont pas. Donc, si vous travaillez dans une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine, vous êtes concerné. Si vous travaillez dans un syndicat intercommunal, un syndicat mixte ou une métropole, vous n'êtes pas concerné. Mais dans une métropole, vous êtes concerné par un cousin de l'intérêt communautaire, qui est l'intérêt métropolitain. Certaines compétences seulement sont concernées, je disais, et nous nous excusons pour le petit retard sur la venue des slides qui sont enfin présentes. Vous avez donc un tableau récapitulatif à l'écran. Alors c'est un tableau qui est volontairement simplifié par souci de clarté, puisque je précise que, pour être tout à fait complet, qu'en pratique, toutes les compétences optionnelles des communautés de communes sont concernées, comme ceci est rappelé par le 5214-16 du Code général des collectivités territoriales. Quelques remarques sur ce champ d'application. Tout d'abord, en ce qui concerne le statut des communautés de communes à DGF bonifié. Alors, à l'heure où nous nous parlons, le statut des communautés de communes à DGF bonifié est toujours supprimé par l'article 150 de la loi de finances 2016. Par conséquent, pour ces communautés, ce sont bien les règles de droit commun applicables aux communautés de communes qui vont s'appliquer en matière d'intérêt communautaire, mais il semble que le projet de loi de finances 2017 repousse à nouveau la suppression des communautés de communes à DGF bonifiées au 1er janvier 2018. Elle ressusciterait donc une deuxième fois pour une deuxième année sur le plan législatif. Troisième remarque, les compétences facultatives ne sont jamais soumises à la définition de l'intérêt communautaire. Par conséquent, pour ces compétences, comme d'ailleurs pour les compétences optionnelles et obligatoires qui ne sont pas concernées, le renvoi dans les statuts à une définition de l'intérêt communautaire est impossible.
Enfin, quatrième élément, il ne faut pas confondre certaines compétences avec d'autres. Par exemple, les ZAC sont soumises à la définition de l'intérêt communautaire pour les communautés d'agglomération, mais toutes les zones d'activité ne sont pas des ZAC, ces dernières étant des outils d'aménagement qui relèvent du code de l'urbanisme, et à l'inverse, toutes les ZAC ne sont pas des zones d'activité. Autre exemple, en matière d'aménagement et d'urbanisme, le fait qu'un EPCI soit compétent de par ses statuts pour mener certaines opérations d'aménagement ne signifie pas qu'il soit compétent également en matière de règlement local de publicité, puisque ceci relève de la compétence urbanisme. Voilà, donc à ce stade, vous avez pu identifier en principe si la compétence qui vous concerne ou vous intéresse est soumise juridiquement à la définition de l'intérêt communautaire. Dans ce cas, il convient donc de passer à l'étape 2 que nous allons dérouler ensemble. Étape 2, donc, définir les modalités de définition de l'intérêt communautaire. D'abord, une question de fond sur les critères et ensuite une question de forme sur les organes compétents et la question des délais. Sur le fond d'abord, en matière de critères, il n'existe aucune définition légale ou réglementaire de cette notion et la jurisprudence est extrêmement rare sur le sujet. Des critères objectifs ont été longtemps préconisés par les services de l'État, mais sont parfois difficilement opérationnels. Donc en définitive, il existe une liberté des élus communautaires pour déterminer le contenu de la définition de l'intérêt communautaire et les critères retenus. Et en pratique, au final, on observe que le système de liste est relativement fréquent et qu'il bénéficie d'ailleurs d'une certaine clémence des services de l'État au titre du contrôle de légalité, ce qui est très pratique pour un certain nombre de collectivités en la matière. Sur la forme maintenant, et la question des organes, donc il faut retenir qu'il appartient au conseil communautaire des EPCI concernés et à titre exclusif de définir l'intérêt communautaire. Il n'y a donc pas juridiquement d'intervention des communes ou du préfet dans la définition de l'intérêt communautaire. En pratique, cependant, on observe effectivement des discussions amont de manière à déboucher sur un consensus politique en la matière. Sur la question des délais, on a donc un délai de 2 ans à compter de la date du transfert de la compétence ou de la fusion quand on est dans un processus de fusion pour procéder à la définition de l'intérêt communautaire avec une sanction entre guillemets qui a été prévue par le législateur, puisqu'en l'absence de définition dans les 2 ans, il y a transfert de l'intégralité de la compétence concernée, du bloc de compétences concernées. Une précision sur la question des modalités de vote, puisque la proposition de loi qui tend à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités, qui a été adoptée au Sénat la semaine dernière en première lecture, précise bien qu'il s'agit de suffrages exprimés, donc la majorité des 2/3 ce sont des suffrages exprimés, on s'en doutait, et ça va mieux en l'écrivant. Et puis, une petite question avant de passer à la 3e étape enfin. Cette même proposition de loi modifie également le libellé de la compétence relative au commerce, en précisant que la notion d'intérêt communautaire ne concerne que le soutien aux activités commerciales et non la politique du commerce. Donc il serait intéressant de savoir si dans vos collectivités, vous avez anticipé plus ou moins cette clarification à venir, qui va probablement déboucher, puisque le texte risque fort quand même d'être également adopté par l'Assemblée nationale, ou si à l'inverse vous avez travaillé sur une définition de l'intérêt communautaire qui concernait les 2 éléments. Donc voilà pour cette partie. Je passe maintenant la parole à Anne Gardère pour la suite de l'intervention. Oui, bonjour à tous, bonjour Karen. On part donc du postulat que dans un premier temps, vous avez déterminé le champ d'application de la notion d'intérêt communautaire et dans un deuxième temps que vous l'avez défini suivant la procédure et les délais que vient de vous indiquer Didier, je n'y reviens pas. Maintenant, au cours de la 3e étape, nous allons tout simplement analyser les conséquences induites par la définition de l'intérêt communautaire. On définit l'intérêt communautaire, ça veut dire qu'on ajoute une action ou une intervention dans le champ d'application de la notion d'intérêt communautaire, et donc cela va emporter grosso modo les mêmes conséquences qu'un transfert de compétences classique qui serait effectué par le biais de modifications statutaires. Donc on va analyser les 4 séries de conséquences, les agents, les biens, les contrats
et les syndicats. Donc le premier point qui est important, parce que cela concerne évidemment un processus juridique qui est assez compliqué, mais aussi bien sûr des implications en matière de ressources humaines, eh bien ce sont les conséquences sur les agents qui très souvent sont inquiets de leur sort, hein, de manière encore une fois bien légitime. Alors néanmoins, la loi offre des garanties importante aux agents lorsqu'ils sont transférés ensuite de la définition de l'intérêt communautaire, d'une nouvelle action ou d'un nouvel équipement par exemple. Donc là, alors il faut aussi procéder de manière méthodologiquement très précise et distinguer d'une part les agents qui exercent en totalité leurs fonctions dans le service concerné par la définition de l'intérêt communautaire et ceux qui n'exercent qu'en partie leurs fonctions dans le service concerné. Alors, pour ceux qui sont en totalité dans le service concerné par le transfert, qu'il s'agisse d'agents titulaires ou non titulaires, le principe il est relativement simple. Retenez que c'est une mutation d'office. Ils sont, nous dit le texte, transférés de plein droit sans leur accord par décision conjointe de la commune et de la communauté concernée, mais on est bien sur ce qui est assimilable à une mutation d'office, avec néanmoins un processus là aussi qui est fait de manière à garantir le plus possible les agents, en tout cas d'un point de vue procédural, notamment avec l'intervention des organismes paritaires. Donc dans un premier temps, il faut établir une fiche d'impact qui décrit grosso modo les effets du transfert sur l'organisation du service, la rémunération des agents concernés, les conditions de travail, etc., etc. On consulte, alors ce sont toujours des avis simples, mais obligatoires. Donc il faut faire attention, ça peut entacher d'illégalité le processus. On consulte les comités techniques compétents, la commission administrative paritaire, notamment, bien sûr, lorsque le transfert d'agents au sein de la communauté suite à la définition de l'intérêt communautaire s'accompagne d'un changement de résidence ou d'une modification de la situation individuelle de l'agent. Et puis enfin, on finalise ce transfert, c'est-à-dire constater la liste des agents transférés par une décision conjointe entre la commune et la communauté. Cela pour les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans le service concerné. Pour les autres, ceux qui n'exercent qu'en partie leurs fonctions dans le service concerné, la marge de manœuvre est un peu plus grande puisqu'on peut leur proposer le transfert au sein de la communauté concernée. Transfert, alors la slide a un peu de mal à s'afficher, voilà, cela arrive. Transfert qu'ils peuvent soit accepter, soit refuser. Et s'ils acceptent, eh bien, ils vont être transférés purement et simplement, j'ai envie de dire, à la communauté de communes ou d'agglomération de manière relativement simple, avec un transfert du contrat au profit de l'EPCI s'ils sont contractuels et bien, une procédure de mutation s'ils sont titulaires. S'ils refusent, là aussi le texte prévoit une possibilité de refus. Ils restent alors employés par la commune, mais ils sont de plein droit mis à disposition de la communauté concernée pour l'exercice de la compétence définie d'intérêt communautaire. C'est bien normal, l'idée est de donner à la communauté les moyens d'exercer ces compétences nouvellement définies d'intérêt communautaire. Là aussi, dans le cadre de la conclusion de cette convention, on a des garanties importantes avec la consultation des organismes paritaires et l'établissement d'une convention qui décrit de manière la plus précise possible les modalités de la mise à disposition du service. Le prix de ce service est remboursé par la communauté aux communes. Alors, ces garanties procédurales, elles sont également assorties de garanties, on va dire, sur le fond, lors du transfert des agents. Donc là, on est vraiment sur les mêmes conséquences que lors d'un transfert de compétences, avec conservation du régime indemnitaire qui était applicable aux agents s'ils y ont intérêt. De même qu'à titre individuel, les avantages collectivement acquis, la possibilité de verser une indemnité de mobilité, c'est une possibilité, hein. La substitution de l'EPCI nouvel employeur à l'ancien pour les conventions de participation pour tout ce qui est organismes sociaux. Et en plus l'obligation, si l'EPCI d'accueil a au moins 50 agents, d'engager une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique, là aussi, l'idée étant de garantir le plus possible les agents dans le cadre des transferts de compétences. Deuxième série de conséquences qui est importante,
après les agents, les transferts des biens et des contrats. Donc pour ce qui concerne les contrats relatifs à la compétence définie d'intérêt communautaire, le principe il est relativement simple. Le PCI récupère à l'instant T de l'effectivité juridique de la définition de l'intérêt communautaire, donc la date d'effectivité juridique de la délibération, bien va récupérer de plein droit les contrats nécessaires à l'exercice de la compétence définie d'intérêt communautaire, avec, encore une fois, c'est un transfert de plein droit, donc qui est effectif uniquement par l'effet des seules dispositions légales, mais il est bien sûr tout à fait opportun, ne serait-ce que parce que la loi oblige à une information du co-contractant, eh bien de constater cette substitution dans le cadre d'un avenant tripartite, sans opérer toutefois de scission de contrat. Cela peut être un petit peu dangereux au regard des règles de la commande publique notamment. Et le principe, c'est que bien sûr, les contrats sont poursuivis dans des conditions exactement identiques et dans les conditions antérieures entre la communauté qui récupère la compétence et la commune. Il y a des dérogations possibles, soit par accord amiable, soit, le cas échéant, des hypothèses de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général, mais avec un droit à indemnité qui peut tout à fait être enclenché par le co-contractant ainsi évincé. Même chose pour ce qui concerne les biens. Le principe, c'est celui de la mise à disposition de plein droit des biens nécessaires à l'exercice de la compétence définie d'intérêt communautaire. Donc, c'est pas un transfert de propriété, la commune reste compétente, mais l'ensemble des droits et obligations sur les biens transférés sont transférés eux-mêmes à la communauté qui récupère la compétence ensuite de la définition de l'intérêt communautaire. Alors il y a toujours un transfert en pleine propriété amiable qui est possible, sans déclassement lorsqu'on est sur des biens du domaine public, cela est prévu par le Code général de la propriété des personnes publiques. Et puis attention, pour les biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la compétence ZAC, il y a des règles particulières qui imposent que dans un délai d'1 an qui suit la définition de l'intérêt communautaire, la communauté et les communes se prononcent sur, je cite le texte, les modalités financières et patrimoniales du transfert de ces biens, c'est-à-dire en clair, est-ce qu'on cède les biens ou pas, que fait-on des équipements publics de la ZAC, est-ce qu'on les cède ou pas. Il y a une obligation procédurale supplémentaire spécifique à la compétence ZAC. Et puis enfin, quatrième série de conséquences, bon là c'est intitulé troisièmement, mais on est bien sur la quatrième et dernière problématique, les conséquences de la définition de l'intérêt communautaire sur les syndicats. Alors bon, si vous avez des questions là-dessus, ce sont des règles un petit peu techniques, je vais peut-être pas rentrer dans le détail des textes. Retenez que lorsque, suite à la définition de l'intérêt communautaire, le syndicat correspond exactement au périmètre de la communauté, il est dissous. De même, si le syndicat a un périmètre plus petit, c'est-à-dire s'il est complètement inclus dans celui de la communauté, il pourra être dissous, enfin il sera dissous si la communauté récupère toutes les compétences du syndicat, sinon il peut perdurer. Alors les hypothèses un petit peu compliquées, alors, du coup je vais sauter une slide, je m'en excuse. Les hypothèses un petit peu plus compliquées en matière de superposition des syndicats sont celles où le périmètre syndical recoupe en partie seulement celui d'une communauté de communes ou d'agglomération, où là pour le coup, alors il faut distinguer dans le cadre d'une communauté de communes, on a dans la plupart, pour toutes les compétences soumises à la définition de l'intérêt communautaire, l'application du mécanisme de représentation substitution, c'est-à-dire que la communauté prend la place de la commune au sein du syndicat et se substitue dans tous les droits et obligations de la commune au sein du syndicat. En revanche, attention, dans le cadre d'une communauté d'agglo, d'une communauté urbaine, lorsqu'on est sur des compétences légales obligatoires ou légales optionnelles, on n'a pas d'application de représentation-substitution. On est sur un mécanisme de retrait de plein droit, c'est-à-dire que suite à la définition de l'intérêt communautaire d'une compétence, par exemple l'action sociale dans une communauté d'agglomération, si on a un syndicat qui existe dans le domaine défini d'intérêt communautaire, les crèches par exemple, eh bien les communes seront retirées de plein droit du syndicat de communes préexistantes. Donc on est sur des règles un petit peu plus sévères dans le cadre d'une communauté d'agglo, d'une communauté urbaine, enfin sévères en tout cas pour les communes. Donc voilà ce que l'on voulait un petit peu vous dire sur les trois grandes thématiques en rapport avec la définition de l'intérêt communautaire. Ce qui est important, c'est vraiment de procéder par ordre et méthodologie, encore une fois, et de bien respecter ces trois étapes. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le champ d'application de la notion d'intérêt communautaire? Oui, non, non, ben, on passe à autre chose. Oui,
On passe aux étapes suivantes et il faut bien respecter, bien sûr, la procédure et bien déterminer les conséquences de la définition de l'intérêt communautaire. Alors attention, il y a souvent une confusion qui est faite. L'intérêt communautaire est parfois politisé. Non, l'intérêt communautaire, ça n'est qu'un outil de mise en œuvre d'une politique et véritablement, ça n'est que, alors c'est important, mais ça n'est que la traduction juridique d'un projet politique qui doit être mis en œuvre et préalablement défini par les élus. Voilà sur la première partie de la conférence. Je repasse la parole à Karen. Merci à vous deux. Je vous invite à poser vos questions directement à nos auteurs par l'intermédiaire du module de chat. Je rappelle que cette webconférence a été conçue à partir de leur ouvrage Définir l'intérêt communautaire, qui est disponible au format papier et numérique sur notre boutique en ligne, lagazetteboutique.fr. Je vais repasser maintenant la parole à nos experts. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées, donc on va commencer par répondre à celles-ci. N'hésitez pas à soumettre vos questions. Dans tous les cas, nous allons enregistrer toutes les questions et nous essaierons de répondre au mieux à l'ensemble de vos questions. Merci. Oui, Didier Milan. Donc la première question était, alors je vais essayer de la reprendre de manière précise. Quand une compétence est transférée comme le développement économique, y a-t-il encore un délai accordé pour la mise en œuvre du transfert ou bien cela se fait au 1er janvier 2017 ? Donc là, la réponse, elle est relativement claire. Quand on est sur la question du développement économique, on est sur de la compétence obligatoire qui n'est pas soumise à la définition de l'intérêt communautaire, sauf le cas du commerce que j'évoquais tout à l'heure et on y reviendra. Donc on est bien sur un transfert de la compétence au 1er janvier 2017. Deuxième question. Oui, alors pour la deuxième question qui nous a été soumise, on est sur le cas particulier d'une zone d'activité en ZAC et on nous demande si on peut donc en conclure qu'on est sur le régime de l'intérêt communautaire et non de la compétence économique transférée de plein droit. Alors, certes, comme vient de vous le rappeler Didier, les zones d'activité compétences développement économique sont transférées de plein droit au 1er janvier 2007, c'est une obligation légale. En revanche, lorsque l'on a correspondance entre une zone d'activité donc transférée de plein droit au 1er janvier 2017 et une procédure de ZAC, on a intérêt à prévoir et à anticiper en amont que la procédure de ZAC soit bien définie d'intérêt communautaire en amont, parce que la loi l'emporte sur la définition de l'intérêt communautaire. Donc à partir du moment où une zone d'activité est transférée de plein droit au 1er janvier 2017 à la communauté, on ne retombe pas dans le champ de la définition de l'intérêt communautaire. Il faut donc qu'il y ait correspondance entre les deux, parce que si on a une zone d'activité transférée au 1er janvier 2017, mais que la définition de la ZAC d'intérêt communautaire ne correspond pas, on sera compétent pour la zone d'activité, mais pas forcément pour la ZAC en cours ou la procédure nécessaire en matière de ZAC. Donc on peut se heurter à une redoutable difficulté juridique, d'autant que bien sûr la procédure de ZAC, que ce soit dans sa phase de création ou de réalisation, est extrêmement contentiogène, comme on dit dans le jargon. Donc il y a un travail d'anticipation, notamment dans la perspective du 1er janvier 2017, encore une fois, sur l'intérêt communautaire des ZAC. Merci Anne. La troisième question posée était, pouvez-vous me redonner les deux paramètres de partage de la compétence commerce et leur répartition? Donc oui, jusqu'à maintenant, le libellé exact était politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, et le débat juridique du fait de cette
je dirais, confusion dans les termes législatifs portait sur le fait de savoir si l'intérêt communautaire se rapportait à la fois à la politique du commerce et au soutien aux activités commerciales ou seulement au soutien des activités commerciales. Et donc là, la loi maintenant est désormais, enfin maintenant, quand elle sera adoptée définitivement, mais est désormais plus claire puisque le libellé exact, c'est politique locale du commerce, point virgule, soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Donc clairement aujourd'hui, la notion d'intérêt communautaire ne renvoie qu'à la question du soutien aux activités commerciales. Et puis nous avons une quatrième question qui ne devrait pas poser beaucoup de difficultés, qui était de savoir si vous pouvez disposer du diaporama. La réponse C'est oui. est oui, à l'unanimité. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser? Donc écoutez, oui, nous vous enverrons évidemment la présentation sous format PDF. Je remercie nos deux intervenants pour ces échanges. Nous espérons que cette première webconférence vous aura donné satisfaction. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en répondant à notre questionnaire qui sera dans le mail que vous allez recevoir d'ici 2-3 heures. Et dans un autre mail, vous aurez la présentation ainsi que la présentation qui aura été filmée et enregistrée. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.